Merci de donner l'opportunité de faire un état des lieux du projet UpMetaUp, le projet fédéral. Je serai normalement plus court que prévu, donc tu vas gagner du temps. Il est néanmoins nécessaire de faire un rappel historique pour comprendre d'où vient ce nom biscornu UpMetaUp qui devrait décourager pas mal d'utilisateurs. Il faut savoir que l'idée d'un dossier partagé en Belgique a été lancée par le Dr Bangels au ministère de la Santé fédérale, comme on l'appelait à l'époque, en 1999. Et ce projet a été déployé en Belgique, dans les 3 régions, sous le dernier vocable de S3. Mais malheureusement, en 2005, le Parlement fédéral n'a pas voté la loi Biels et de ce fait, ce projet a été arrêté. Donc, les régions se sont trouvées orphelines d'un projet dans lequel ils s'étaient investis et toujours sous l'impulsion du ministère fédéral de la Santé, ont reçu des financements relativement légers pour continuer les développements sur une base régionale. C'est de là qu'est né le réseau Santé Wallon et son homologue flamand dans la région de Gand qui est le réseau COSO. Donc ces 2 réseaux se sont développés, heureusement, en réexploitant les spécifications du premier qui avait démarré, c'est-à-dire nous, ce qui a permis par la suite d'avoir une stratégie de reconvergence. Car en 2008, l'État fédéral se ravise et finalement décide de remettre en selle une plateforme fédérale e-health qui vise à redévelopper un système fédéral. Et après 3 années de discussion et d'analyse, nous sommes arrivés à la conclusion qu'il valait mieux refédérer les systèmes régionaux plutôt que de repartir dans le développement d'un système national. Mais sachez quand même que ces systèmes régionaux sont avant tout des réseaux de personnes. Et que le plus dur dans la mise en place de ces systèmes, c'est de convaincre les acteurs de partager les données entre un hôpital et un généraliste, là où parfois on est en concurrence pour le patient, partager les données avec l'hôpital d'en face qui est votre plus grand concurrent. Arriver à créer cette confiance se construit au jour le jour de manière locale. Et malgré cette complexité apparente, il est quand même intéressant de noter que la Belgique est nettement en avance dans ce domaine par rapport à la France. Je vous donnerai les chiffres tout à l'heure. Pour simplifier la donne, en 2013, je pense, non déjà avant, en 2011-2012, le gouvernement flamand a décidé de développer un coffre-fort des données de première ligne où tous les acteurs de première ligne pourraient partager des informations. Ce concept existait de facto dans les réseaux régionaux, qui étaient le réseau Santé Wallon et COSO d'ailleurs. Et de ce fait-là, nous avons dû renommer les projets suivant le vocable fédéral, qui est donc tout d'abord le projet UpMetaUp. Donc historiquement, il y avait 5 hubs, 3 en Flandre, 1 à Bruxelles et en Wallonie. Donc, comme l'a signalé Luc, en Flandre, il y a maintenant une fusion des réseaux de Gand et d'Anvers qui utilisent une technologie donnée. Il y a le réseau, la KUL, qui utilise une autre technologie, et les réseaux bruxellois et wallons sont identiques, utilisent la même technologie. Donc ce sont 3 systèmes techniques différents qui coexistent. Nous avons alors le concept de coffre-fort, qui, en Flandre, a été développé à l'initiative du gouvernement flamand, et qui est donc un coffre-fort unique pour la Flandre, mais qui n'est pas dans les hubs, tandis dans la partie francophone, nous avons 2 coffres-forts, mais qui physiquement n'en sont qu'un seul, et qui sont également dans l'unique hub que partagent ces 2 communautés. Donc vous voyez que le système vise à refaire communiquer des systèmes disparates. Et en février 2014, toutes les entités se sont mises d'accord sur un règlement qui porte un nom très compliqué, donc qui est le règlement du partage des données de santé entre les systèmes de santé connectés via le répertoire de référence de la plateforme e-health.
Pourquoi ce nom compliqué? Parce que la plateforme nationale a dans ses missions la fonction de mettre en place ce répertoire des références, qui est donc l'inventaire de toutes les données partageables dans notre pays. Et cet index de référence est construit en cascade, il s'appuie sur les références qui existent dans les hubs. Nous avons associé le DPP, donc le dossier pharmaceutique partagé, à ce règlement, de sorte qu'il y a actuellement en Belgique un règlement unique qui définit les règles de partage entre toutes ces entités, et notamment le partage du consentement du patient. Le point commun entre toutes ces initiatives est qu'elles se focalisent exclusivement sur la continuité des soins, et donc seuls les acteurs qui participent aux soins peuvent avoir accès aux données. Donc c'est totalement séparé, par exemple, des projets MyCareNet mis en place par les assureurs pour informatiser la tarification ou partager des données administratives. De même, le projet HealthData, qui vise à collecter les données à des fins scientifiques, n'utilise pas le consentement de la continuité des soins, soit il est couvert par des lois, soit il y a un autre consentement à demander aux patients. Alors, ces hubs, comme vous l'avez remarqué, donc, sont différents, ils viennent d'initiatives différentes et donc leurs fonctions sont différentes. Je tenterai quand même d'identifier les points communs. Donc, fondamentalement, la mission qui est dévolue actuellement au hub est d'interconnecter les institutions de soins. La première fonction est de collecter le consentement des patients. Donc, vous avez vu que la plateforme nationale, donc qu'on appelle dans le projet HubMeta, finalement le MetaHub, a un portail de collecte du consentement. Mais actuellement, les consentements des patients sont surtout enregistrés à travers les systèmes des prestataires de soins, c'est-à-dire dans les hôpitaux principalement, et chez le médecin généraliste, au travers du hub. Ensuite, nous avons la gestion des liens thérapeutiques. Donc, de nouveau, la plateforme fédérale a un portail qui permet d'aller enregistrer les liens thérapeutiques, mais dans la pratique, ça s'enregistre avant tout dans les institutions de soins, auprès du médecin généraliste, au travers des systèmes hub. Au niveau des liens thérapeutiques, il y a malheureusement des discordances entre les projets au nord du pays et au sud. Au sud, on a opté pour un lien thérapeutique nécessairement individuel, c'est-à-dire que dans les institutions de soins, il faut obligatoirement une relation avec chaque individu, ce qui est géré localement dans l'hôpital, tandis que dans le nord du pays, le lien thérapeutique est fait avec tous les acteurs de l'institution. Nous avons alors la gestion d'un index de référence. Donc, chaque sous-région va gérer le répertoire des informations partageables entre les acteurs de soins. Il est important de comprendre que dans le projet HubMetaHub, les échanges se font sur une base volontaire et donc ce ne sont que les documents qui sont pertinents dans le cadre du partage qui sont déclarés et en concertation avec le patient. Donc le médecin, s'il estime que ce n'est pas dans l'intérêt du patient, peut ne pas déclarer des documents. De même, en tout cas dans les hubs francophones, le patient a la capacité technique de masquer définitivement des informations qu'il juge non pertinentes pour le partage. Il peut d'ailleurs les masquer pour une série identifiée de personnes. Donc le système est relativement modulaire et n'est pas un dossier exhaustif où on va retrouver toutes les informations. Il faut être bien conscient de ça quand on utilise le système. Donc l'index des documents est géré dans chaque hub et malheureusement de manière différente. Donc dans le hub de Louvain et le hub francophone, nous avons l'inventaire de tous les documents disponibles, tandis que dans le réseau de Gand et d'Anvers, nous avons l'inventaire des contacts qui existent avec les patients, les documents étant cachés derrière. Et le système national, lui, c'est si le patient a été pris en charge dans un des hubs. Donc lorsqu'un médecin généraliste de
la Wallonie, par exemple, veut voir des documents, il va interroger son hub wallon, qui lui-même va interroger le méta-hub fédéral pour savoir si, pour ce patient, il existe des données dans un hub flamand ou bruxellois. Et si c'est le cas, c'est le hub wallon qui va interroger les autres hubs, consolider la réponse et renvoyer la réponse consolidée au patient. Tout ça se fait finalement assez rapidement, donc il n'y a pas vraiment de problème de performance, donc c'est assez étonnant vu la complexité technique de l'environnement. Vient alors la fonction de gestion des accès aux documents. Donc, les documents restent principalement dans les institutions de soins. Seuls les documents des coffres-forts, mais comme je vous l'ai dit, donc seuls les hubs francophones ont gardé la fonction de coffre-fort, sont centralisés. Lorsque le médecin interroge le document, donc on lui donne l'endroit où il se trouve au travers du hub et le médecin est alors renvoyé dans l'institution hospitalière qui traduit à la volée le document dans le format national et renvoie les informations au demandeur. La gestion des droits d'accès est faite localement par chaque hub, donc il peut y avoir des divergences dans les droits d'accès par rapport aux documents, bien qu'au niveau fédéral, nous tentons d'uniformiser ces droits d'accès, mais ce qui n'est pas encore finalisé. Donc, je rappelle qu'on a ici une approche essentiellement de système à système. Notre volonté était de permettre à chaque prestataire de soins de rester dans le logiciel qu'il utilisait actuellement pour gérer le dossier de son patient. Et donc, le système Hub-Meta-Hub est relativement transparent, on ne le voit pas vraiment. On découvre un peu par miracle, dans son dossier patient, les données des autres prestataires de soins. Alors, bien que ça ne fasse pas partie du projet Hub-Meta-Hub, je crois qu'il était impossible de ne pas parler du coffre-fort, surtout qu'il n'est pas à l'ordre du jour de la conférence. Donc, le coffre-fort vise à héberger les données de la première ligne. Donc, il est important de remarquer que dans le nord du pays, ce coffre-fort est géré par le gouvernement flamand, qui investit pas mal de moyens et des contraintes également réglementaires, tandis que dans le sud du pays, c'est laissé volontairement à l'initiative des prestataires de soins, relativement peu financés et sans aucune contrainte. Donc ceci explique également les différences de stratégie d'implémentation, puisqu'il n'y a pas les mêmes moyens réglementaires ou financiers. Dans le hub, on trouve des deux côtés de la frontière linguistique le SUMER, qui est donc le dossier résumé que le médecin traitant va déposer pour assurer une prise en charge optimale d'un patient qu'on ne connaît pas. Il y a alors l'hébergement des données de médication, qui a été le développement phare du coffre-fort néerlandophone, tandis qu'en Wallonie, nous l'avons mis en deuxième phase et nous allons seulement commencer ce développement. Il y a alors l'hébergement des données de vaccination qui de nouveau a été fort développé au nord du pays, tandis qu'au sud, du fait que l'informatisation de la vaccination n'est que très récente et donc très peu de données sont disponibles, ce n'est pas encore dans le coffre-fort francophone. Nous avons alors prévu l'hébergement de toute une série d'autres données, notamment le journalier. Je crois que ça intéresse aussi bien le nord que le sud, c'est-à-dire les notes que les différents prestataires de soins prennent au lit du patient ou à son domicile, et des données donc des acteurs de la pluridisciplinarité que l'on appelle dans le sud du pays les réseaux locaux multidisciplinaires. Ces hubs gèrent eux-mêmes une matrice d'accès qui est relativement proche mais quand même différente au nord et au sud, et la fonction que j'ai oublié de mentionner aussi bien pour le hub que dans le coffre-fort, il y a un traçage systématique des accès. Donc voici, pour illustrer mon propos, ce que l'on peut voir sur le portail du réseau Santé Wallon, mais les portails des autres hubs sont relativement similaires. Donc notre portail est quadrilingue, et puis il y a deux facettes. Donc d'une part, nous avons un volet pour le patient, d'autre part, un volet pour le professionnel de la santé. En pratique, ces volets sont quasiment identiques. Les médecins utilisant principalement leur logiciel de gestion de cabinet ou hospitalier. Donc le patient,
où le médecin voit et gère les liens thérapeutiques du patient, y compris les exclusions, dont j'ai oublié de vous parler, et qui sont centralisées au niveau fédéral. Donc que vous donniez votre exclusion au sud ou au nord du pays, ce sera appliqué partout. Nous avons alors une trace des accès, donc on peut savoir qui est venu dans et cette trace est également disponible par document. Vous avez l'index des documents, donc vous voyez par exemple qu'un rapport d'hospitalisation, institution hospitalière par tel médecin. Et on peut également gérer des caractéristiques de ces documents, notamment limiter ou voir la trace, ou masquer le document. Ensuite, les médecins peuvent voir le contenu des documents, ici un protocole de des documents, ici alors un résultat de radio. Plusieurs institutions, aussi bien au nord qu'au sud du pays, ont mis en place un accès transparent aux PACS, donc aux images haute résolution, sans devoir se réauthentifier. Donc ça, c'est extrêmement prometteur pour l'avenir. Nous avons qui est le partage du SUMER, donc le dossier résumé, dont on ne vous a pas vraiment donné le contenu, mais qui est vraiment très utile. Donc c'est, outre les volontés du patient, quelques données administratives telles que le médecin qui gère son dossier médical global. Nous avons alors principalement les problèmes en cours de ce patient, son traitement chronique, nous avons les antécédents, les allergies et d'autres facteurs de risque. Et donc vous voyez dans ma deuxième page, ici, le schéma actuel de médication. Bon, malheureusement, c'est une patiente de démonstration, donc dans laquelle un médecin était mettre un peu n'importe quoi. Mais c'est pour illustrer le propos. Vous avez donc l'identification du médicament, la durée du traitement, et puis la posologie, qui est parfois présente, parfois pas, parfois structurée, parfois pas. Vous avez également des instructions pour le patient et la codification CNK, donc le Code national du médicament, ou la codification ATC. Mais je vous rappelle que dans la pratique, les professionnels de la santé ne vont pas sur le portail et voient tout ça dans leur dossier informatisé. Ce dossier a constitué notre travail principal puisqu'il a fallu convaincre tous les industriels d'adapter leur logiciel. Alors, le nombre de consentements que nous avons collectés, donc qui doit faire l'objet d'une démarche active, en Belgique est de 1 600 000 patients. Et l'objectif est d'atteindre 2 750 000 à la fin de l'année. Mais si je compare, je ne voudrais pas être désobligeant, mais avec le dossier médical français, la population actuelle couverte en France est de 0,85%. En Wallonie, c'est 13,4%, ce qui est similaire à la couverture belge. Donc vous voyez que même avec un système compliqué, en refédérant des initiatives fédérales qui ont démarré plus tard que le projet français, il y a moyen d'atteindre des résultats. Nous avons ici le nombre de médecins actifs qui est étonnamment bas. Donc vous avez pour les 5 hubs le nombre de médecins actifs, c'est-à-dire des médecins qui ont été consultés des documents. Ce qui est nettement moins que le nombre de médecins qui ont publié des documents. Alors pourquoi consulte-t-on si peu le hub? C'est parce qu'en Belgique, les données sont déjà transférées quasi systématiquement par une messagerie sécurisée. Et donc la très grande majorité des documents sont déjà dans les logiciels des médecins. Et ceci est surtout utile pour consulter les SUMER ou les documents d'autres hôpitaux. Nous avons alors le chiffre des SUMER qui vous a été donné tout à l'heure, mais moi j'ai le chiffre de Bruxelles. Donc en octobre 2015, 123 000 SUMER en Flandre, 13 000 à Bruxelles et 82 000 en Wallonie. L'objectif est que 25% des médecins informatisés publient un SUMER pour 20% de leur population. Bon, ça fait combien de gens? Je pense peut-être 400 000 patients. Et si c'est 400 000 patients, cet objectif est peut-être atteignable encore en 2015. Nous avons alors la production de documents par les hôpitaux. Et là, comme l'architecture n'est pas la même dans les différentes institutions, vous voyez qu'il y a 1 million de documents disponibles à Bruxelles,
13 millions en Wallonie, 19 millions à Louvain, et on n'a pas ce chiffre pour les hôpitaux gantoyant-versoix. Par contre, nous avons le nombre de consultations de ces documents, donc qui, vous voyez, reste relativement faible. Le but qu'on s'est donné pour 2015 était d'augmenter de 50% le taux de consultation, et ce but sera atteint. Donc tous les hôpitaux belges sont intégrés au système à l'exception de 1. Et puisque j'ai parlé du coffre-fort, je mentionne donc, comme on l'a dit tout à l'heure, qu'il y a 15 500 schémas de médication pour des patients différents dans le hub néerlandophone. Alors le plan national dont on vous a parlé, eh bien, que signifie-t-il pour les hubs? D'une part, nous devons proposer systématiquement le consentement aux patients, on va standardiser les types de rapports. Surtout, il va falloir publier de manière relativement systématique pour 2018 tous nos rapports de consultation d'hospi, mais y compris les données de médication qui viennent des coffres-forts. Donc il y a là un pont à faire obligatoirement entre les deux systèmes. Nous devons pour 2018 intégrer les laboratoires privés, les centres de radiologie privés et diffuser 50% de l'imagerie. Un autre point d'action qui nous concerne fortement, c'est l'intégration pour l'année prochaine de tous les hôpitaux psychiatriques et pour une année non définie des maisons de repos. Donc beaucoup d'actions, d'autres plans d'action sont fondamentales pour le hub, notamment la communication, la formation. Donc je ne vais pas vous en parler puisqu'on vous l'a déjà dit. Un des points d'action nous concerne également, c'est le schéma de médication, puisque les régions doivent se mettre d'accord sur une compatibilité entre leurs systèmes. Actuellement, si on compare l'approche francophone par rapport à l'approche néerlandophone, nous avons du côté francophone un échange des données de médication au travers des SUMER, donc par une somme de documents, où vous trouvez la médication dans les SUMER produits par les généralistes, mais également dans les rapports d'hospitalisation produits par les hôpitaux, ou les rapports de consultation. Tandis que l'approche flamande, qui gère celle-là également, c'est d'aller dans une approche plus structurée, plus rigoureuse des informations. Donc, je vais terminer avec ceci. Ces deux approches ont chacune des avantages. Bien sûr, via l'approche des SUMER, eh bien, on voit qu'on a des posologies qui ne sont pas remplies, qui sont en texte libre, parfois parfaitement structurées, tandis que dans l'approche de Vitalink, évidemment, les données sont strictement rigoureuses. Un des avantages du SUMER, c'est que ça permet de rentrer dans le système d'une manière plus progressive. Des gens qui ne sont pas parfaitement équipés, parfaitement informatisés, qui ne gèrent pas parfaitement leur dossier de manière structurée, peuvent quand même partager des données qui, si j'ai bien entendu, peuvent contribuer à épargner 2000 morts sur le territoire belge, tandis que, évidemment, la barrière est plus difficile à franchir pour rentrer dans un système structuré. C'est évidemment moins cher à réaliser dans la mesure où dans la partie francophone, cette initiative n'est pas financée ni de contraintes réglementaires. C'est évidemment pas facile de rentrer dans un système beaucoup plus contraignant. Au niveau de la Flandre, le système est multidisciplinaire d'emblée, tandis qu'on discutait encore tout à l'heure, et je crois que ce sera dans le débat, on a commencé par les médecins et les patients au niveau francophone. Mais la convergence entre ces systèmes est prévue dans le plan national et nous avons des rencontres bilatérales entre les deux systèmes. Donc il faudra ajuster les normes techniques, mais je crois que ça c'est vraiment très simple. Il faudra définir les droits et les responsabilités de chacun dans un système où les médications sont partagées. Je crois que ça fera l'objet de la présentation prochaine. Et intégrer tous les acteurs, ce qui représente quand même un nombre considérable de pas à franchir, donc amener chacun à produire un SUMER, un bon SUMER avec des données de médication, amener chaque médecin hospitalier à produire un rapport d'hospitalisation. Croyez-moi, ce n'est pas le cas tous les jours, que ce rapport d'hospitalisation soit produit dans les temps, donc à la sortie du patient, et qu'il contienne les données de manière complète et structurée, ce qui est loin d'être évident, et que tout ça colle ensemble dans un même système, avec l'intervention du patient, dont je n'ai pas beaucoup parlé ici, mais dans le système Hub-Meta-Hub, il y a déjà, tant au nord qu'au sud du pays, de nombreux patients qui ont accès à leurs données, y compris au SUMER, et qui peuvent contribuer au système, pas encore de manière structurée, mais bientôt de manière structurée. Voilà, je vous remercie de votre attention.